Dans le fil conducteur que je vous ai proposé ce matin, j'évoquais la notion d'inégalité sociale de santé, pour dire que ces inégalités sociales de santé, elles étaient construites par trois mécanismes imbriqués. Le premier, c'était que, en fonction de sa catégorie sociale d'appartenance, on n'est pas exposé aux mêmes risques, on n'est pas dans les mêmes environnements professionnels, environnement au sens large, etc. Le deuxième axe, c'était que, en plus de ça, le niveau de connaissance des individus pour choisir des comportements favorables et défavorables à leur santé n'était pas le même. Et le troisième axe, c'était que, en plus des deux premiers, quand vient le moment d'entrer en contact avec le système de santé, eh bien, on se heurte à des difficultés de nature diverse. Et en fait, ce matin, on a commencé par ça. On a commencé par étudier la nature des entraves qui se présentent devant certains individus pour entrer en contact avec le système de santé. Et ce qui vous a été proposé par l'équipe de Médecins du Monde, c'est de subdiviser ces entraves en deux catégories. Le premier tableau, par lequel on a terminé, c'était les entraves d'ordre géographique. Qu'est-ce qui relève de ma difficulté géographique ou d'acheminement pour accéder aux acteurs du système de santé. Mais on a vu aussi que ces entraves, elles étaient de nature multiple, psychologique, liées à mon niveau éducatif, les syndromes dépressifs, etc. Donc ce matin, on a traité de ça. Essentiellement, des difficultés pour rentrer en contact avec le système de soins. Cet après-midi, on va s'intéresser au premier des trois piliers des inégalités sociales de santé, c'est que on ne vit pas confronté dans les mêmes contextes et confronté aux mêmes expositions à certains facteurs de risque. Et ce qui a été choisi, c'est d'illustrer ces environnements différents au travers de deux circonstances, l'accès à l'alimentation et l'accès au logement. Et ce sont donc les deux thèmes qui vont illustrer ce premier pilier des ISS. Nous ne sommes pas confrontés aux mêmes environnements et on va le décliner à travers ces trois ateliers. Je voulais vous le dire en plénière. Donc l'un sur le programme alimentaire territorial du Secours catholique, dont le président Paul Roussillon est présent dans la salle. On a déjeuné ensemble, voilà. Le deuxième porté par l'association Les Colibris, les jardins partagés. Et puis le troisième par les compagnons bâtisseurs autour du logement. Voilà. Donc chacun de ces ateliers sera animé par un représentant de ces organisations. Et je voulais les resituer par rapport au concept plus général d'inégalité sociale de santé. Il y a des études très élégantes qui ont été faites, qui datent déjà beaucoup, un petit peu, mais qui restent d'actualité. C'était des études qui ont été menées le long du RER A en région parisienne et qui montraient que de la banlieue est, plutôt prolo, jusqu'à la banlieue ouest, Maison Lafitte, etc., il y avait un gradient d'espérance de vie. Donc, pour vous dire que cette notion d'inégalité sociale de santé n'est pas qu'une représentation intellectuelle ou universitaire. Parce que le long de la ligne A du RER, il y a un gradient de niveau de stratification socio-économique. Voilà, donc vous allez vous répartir sur trois ateliers. Ok, alors du coup vous avez trois stands cet après-midi, en tout cas là pendant 3 quarts d'heure. Le premier stand, donc, ce sont les jardins partagés de clients qui sont dans la salle où on a eu le repas. Le deuxième stand, donc là, alors, dans ce stand-là, ce sera les gens qui ont un nom de couleur rouge. Le deuxième stand, donc, qui concerne le programme alimentaire territorial et le secours catholique, ce sera la couleur il y a jaune. Ce sera la couleur jaune. Et ensuite, le dernier stand, donc ici, avec les compagnons bâtisseurs, donc ce sera la couleur verte. Donc je m'appelle Éléonore Basset, je travaille pour un mouvement associatif, un mouvement national qui s'appelle les Compagnons bâtisseurs et qui fait de l'amélioration de l'habitat. Donc on fait un petit pas de côté par rapport à la question de la santé. Je vous emmène sur les thématiques du logement, mais on va très vite revenir aux questions de santé, vous allez le voir. Avant de vous parler des compagnons bâtisseurs, je vais vous parler de l'auto-réhabilitation accompagnée. L'auto-réhabilitation accompagnée, c'est une démarche qui part d'un constat qui est de dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près un tiers des travaux de rénovation dans les logements qui sont faits en auto-rénovation, en tout cas en autonomie par les personnes. Et par rapport à ces travaux réalisés en autonomie, on voit qu'il y a des écarts entre les différentes catégories sociales
et aussi en fonction des capacités financières des personnes. Un quart des ménages, à cause de leur situation de précarité ou leur situation financière, renoncent à faire des travaux chez eux. Alors que pourtant, c'est eux qui sont confrontés à des situations de logement pathogène, de mal logement les plus dominantes et dans lesquelles il faudrait le plus intervenir. Donc l'autoréhabilitation, elle se base sur ces deux constats. Et donc cette démarche, elle vient proposer aux habitants de faire des travaux chez eux avec un objectif social de mobilisation de ces personnes dans leur logement. Donc des personnes en situation de précarité, donc la totalité des bénéficiaires avec lesquels on travaille sont en dessous des plafonds du logement social les plus bas. La grande majorité sont des bénéficiaires du RSA, ou des personnes isolées retraitées avec des très très petites retraites. Voilà, donc on parle de personnes en grande précarité dans leur logement, que ce soit des locataires, des propriétaires occupants, dans le parc privé ou dans le parc social, peu importe, il y a ce principe d'universalité, en tout cas des statuts sur lequel on travaille. Et donc l'objectif de mobilisation des habitants, il repose sur un mode opératoire un petit peu innovant, qui consiste à impliquer le ménage sur son chantier, et donc le ménage devient acteur de son chantier. Donc on utilise le chantier comme un support d'apprentissage où la personne va pouvoir aussi acquérir des gestes techniques, des savoir-faire, et donc lui permettre aussi ultérieurement, potentiellement, de réaliser des travaux en autonomie chez lui, en tout cas d'être en capacité de l'entretenir et de le comprendre, et aussi d'avoir potentiellement un rapport de force avec son propriétaire puisqu'il s'est plus approprié son logement. Voilà, donc c'est une démarche globale d'accompagnement de l'habitant, pas seulement sur la question du chantier, mais évidemment, dès qu'on pousse la porte d'un logement, il y a d'autres problématiques qui apparaissent, et donc on est obligé de travailler en lien avec tout le tissu, que ce soit associatif, les collectivités locales, etc., territoriales, pour faire des relais, orienter les personnes en fonction des différentes problématiques, et notamment les problématiques de santé. Alors les chantiers, ils peuvent être menés auprès de propriétaires occupants en situation de précarité dans leur logement. Donc là, on parle de travaux de rénovation énergétique. Ça peut aller jusqu'à des travaux de gros œuvres, on peut aller même jusqu'à des travaux de couverture, de charpente, avec des lots de travaux qu'on confie à des artisans. Donc évidemment, il y a des travaux que la personne ne peut pas faire elle-même forcément, elle n'est pas forcément en capacité de faire des travaux, mais l'idée c'est de structurer aussi des équipes d'artisans pour pouvoir aller au bout d'un chantier et rénover l'habitat de la personne. Auprès des locataires, on est sur des travaux un peu plus légers, disons, en tout cas des travaux qui incombent aux locataires. Donc c'est des travaux d'agencement, d'embellissement, d'entretien, de remise en état des logements, par exemple, au moment d'un départ d'un logement avant l'état des lieux. Voilà, donc vous avez le process de la mission d'accompagnement à la réalisation d'un chantier d'autoréhabilitation accompagné. Donc, suite à une orientation, beaucoup par les travailleurs sociaux du territoire, on prend contact avec la famille. Donc il y a les équipes d'animation des compagnies bâtisseurs, donc qui sont soit des équipes techniques, soit des équipes plutôt sociales, en tout cas avec un profil habitat, qui sont en mesure de monter des dossiers aussi de financement, de gérer des partenariats avec différents partenaires. Voilà, donc on a ce binôme animateur technique, animateur habitat. Donc il y a ce temps de visite pour faire aussi la partie diagnostic socio-technique et évaluer les besoins avec la personne. Et puis ensuite, on définit un programme de travaux, donc plus ou moins important, avec la personne. On fait le plan de financement, etc. On met en place le chantier, on le réalise avec la famille, et puis ensuite il y a un temps d'évaluation et puis éventuellement de relais. Si on a identifié d'autres problématiques, on peut relayer vers d'autres structures d'accompagnement pour poursuivre l'accompagnement de la personne dans d'autres thématiques. Alors le lien à la santé, donc on est en train de mener une assez grande étude d'impact à l'échelle de tout le mouvement des compagnies bâtisseurs sur l'impact social de l'autoréhabilitation accompagnée auprès des publics en situation de précarité. Et donc il y a beaucoup de choses qui ressortent en lien avec la question de la santé. D'abord sur l'amélioration de l'environnement de l'habitant et de ses conditions de vie, avec bien sûr l'amélioration du confort dans le logement. On est amené à travailler avec des personnes qui sont dans des logements parfois pathogènes. Donc c'est tout le travail sur les températures dans le logement, sur l'humidité, qui peut créer aussi des pathologies très importantes, vous les connaissez. Les questions aussi d'adaptation du logement à la situation de santé de la personne. Donc on fait beaucoup de travaux d'adaptation aussi pour qu'elles puissent gagner en autonomie dans leur logement. Donc on intervient évidemment avec des personnes isolées, âgées.
et puis aussi des personnes en situation de handicap. Le deuxième axe, c'est le renforcement du bien-être dans le logement. On se rend compte que quand il y a eu une intervention dans son logement, les personnes nous ont ouvert leurs portes, elles retrouvent aussi un sentiment de fierté d'être dans leur logement, de voir que leur logement il est en adéquation avec leurs besoins familiaux. Et du coup, ça leur crée un sentiment aussi d'être chez elles, qui est très important aussi pour la stabilité des personnes. Et donc, les interventions sur l'art habitat permettent en tout cas de renforcer le bien-être dans leur logement. Et puis, des bénéfices économiques, évidemment, c'est des chantiers à des frais de travaux très limités pour les personnes, puisqu'ils contribuent en fonction de leurs moyens, mais ça ne dépasse jamais 10% du coût des matériaux. En général, l'accompagnement il est pris en charge par nos partenaires, donc c'est pas gratuit pour les personnes, mais quasiment. Et donc ça leur fait faire énormément de bénéfices économiques et du coup leur permettre aussi de lutter contre la précarité énergétique, notamment sur la question des charges, etc., où il y a un accompagnement qui peut être fait aussi. Alors, au-delà de cette question de l'amélioration de l'environnement, il y a aussi le développement de la capacité d'agir des personnes. C'est la thématique de la table ronde, c'est la mobilisation aussi des personnes en lien avec leur santé ou leur logement. Et du coup, on observe que... Vous m'entendez toujours ? Oui. On observe qu'il y a une amélioration de la santé psychologique des personnes avec le renforcement de l'estime de soi, de la confiance en soi, la valorisation, le soulagement aussi d'avoir un logement qui est plus approprié à leurs besoins et plus sain. Tout le volet mise en action des personnes aussi, remobilisation, le fait d'avoir mobilisé les personnes chez elles dans leur chantier, sur leur chantier, d'avoir structuré aussi des réseaux d'entraide pour réaliser ce chantier, donc avec des voisins, avec de la famille, avec des bénévoles. Ça permet de se remobiliser et on observe aussi que ça renforce l'envie des personnes de faire autre chose. Alors ça peut être des travaux chez elles, mais pas que, ça peut être avoir envie de chercher du travail par exemple, ou essayer de se mettre dans une dynamique d'engagement pour aller aider des voisins par exemple. Voilà. Et puis enfin, le développement et le renforcement des liens sociaux et familiaux. Voilà, tout ce que je vous dis sur la mise en action, mais aussi collective des personnes, renforce aussi le vivre ensemble et les liens de solidarité, alors que ce soit dans les quartiers prioritaires dans lesquels on intervient ou les campagnes, peu importe, ça renforce le vivre ensemble. N'hésitez pas à me couper au fur et à mesure si vous avez des questions. Je poursuis. Donc, les compagnies bâtisseurs, c'est un mouvement associatif qui est issu de l'éducation populaire à la base. Donc à la croisée des questions de jeunesse et d'éducation populaire et de logement, d'amélioration de l'habitat. Ça fait plus de 60 ans qu'on existe. On est implanté à l'échelle nationale, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et donc on a un réseau de 300 salariés, 200 volontaires. On accueille beaucoup de jeunes en service civique ou des volontaires européens. Et puis un réseau aussi de 600 bénévoles qui nous accompagnent sur les chantiers. Alors en Occitanie, et notamment dans l'Aude, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on a une association régionale des compagnies bâtisseurs Occitanie qui intervient sur 3 départements, donc le Gard, l'Hérault et l'Aude. Spécifiquement dans l'Aude, on est présent sur les agglomérations de Carcassonne et de Narbonne, à Lézignan-Corbière, à Limoux et à Quillan très prochainement. Je vous propose de regarder une petite vidéo de présentation. Je vous emmène sur le plateau de France 2 pour voir une présentation des compagnies bâtisseurs Occitanie. Notre idée pour la France, c'est d'aider les personnes en situation de précarité à s'approprier leur logement. On fait des travaux avec eux, chez eux, pour leur apprendre. Et on prête des outils et on donne des conseils techniques. Donc tu la gardes toujours bien plaquée à la planche. C'est un lieu de convivialité. Ça permet aux gens de se connaître, ça crée du lien social et surtout ça crée de la solidarité et de l'entraide. Ce lieu ouvert à tous, une outitech. On peut y emprunter des outils en tout genre, apprendre à les manipuler. Voilà, on veut fixer ce morceau de bois. Ici, à Montpellier, les compagnons bâtisseurs accueillent des novices du bricolage. À la perpendiculaire, et on appuie pareil. Moi, des tutoriels, j'en ai fait beaucoup avec ma fille. Ça a l'air très simple sur YouTube, mais après, une fois que vous essayez de le faire, c'est pas pareil. Là, c'est plus rassurant. Ben là, c'est pratique. C'est quelque chose qu'on fait soi-même. Tout est gratuit, sans adhésion ni caution, sur simple présentation d'une pièce d'identité. C'est un engagement basé sur la confiance.
Derrière cette solidarité, l'objectif est de taille. Pour Héloïse Sabatier, chef de projet à l'association, le logement est au cœur des enjeux sociaux. C'est la base pour se sentir bien dans la vie que de se sentir bien dans son logement. Et quand on bricole dans son logement, quand on est en capacité de l'entretenir, on lutte contre le mal logement, on paie moins de factures en énergie et du coup c'est tout bénef pour lutter contre la précarité. Alors, les compagnons bâtisseurs interviennent aussi directement à domicile. Ce jour-là, Laurent Giangola et son équipe se rendent dans le quartier de l'île de Thau à Sète, où 6 habitants sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. J'ai trouvé exactement le papier que vous vouliez. D'accord. La peinture satinée pour les pièces. Céline Chemin, 45 ans, vit ici avec ses 3 enfants. Sans emploi, Comment ça se fait là pour signer les papiers avant de commencer le chantier? elle perçoit environ 1 200 € par mois grâce aux aides sociales. Coût total du projet, 449,40 €. Et là, votre participation financière, donc 45 €, c'est-à-dire 10% des matériaux. J'ai pas les moyens de mettre 450 € dans des travaux. Et puis en plus, la main-d'œuvre, je suis pas très bricoleuse, donc j'aurais pas pu faire les choses par moi-même. Donc oui, 45 €, c'est extrêmement intéressant. Le reste est financé par différents partenaires publics. On va s'occuper de ces murs-là, où il y a des chevilles partout. La force des compagnons bâtisseurs, c'est aussi ses volontaires. Des jeunes, français ou européens, souvent étudiants, venus perfectionner leur français et profiter de ce partage de savoir-faire. On a l'expérience et on transmet aux jeunes services civiques qui nous accompagnent beaucoup et on transmet aussi aux familles. On ne fait pas que les travaux, on prend le temps d'expliquer. Lucia Amoruzzo, 25 ans, est italienne. Elle a rejoint les compagnons pour 1 an, après ses études de lettres. Ça me touche le plus, c'est voir le sourire des gens et donc ça fait du bien. Parce que c'est pas que du bricolage, mais il y a le côté social que j'aime bien. Aider les gens qui sont dans le besoin. Après 2 jours de travaux, la chambre est déjà transformée. En 10 ans, l'association est ainsi intervenue dans plus de 150 appartements dans ce quartier. Alors les spécificités de l'approche des compagnons, donc vous en avez perçu certaines dans le reportage, je ne vais pas être redondante. J'aimerais bien insister quand même auprès de vous, parce qu'on en a parlé ce matin, mais notre action permet aussi de repérer des personnes qui sont les plus éloignées des institutions. On parlait d'invisibles ce matin, alors je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut utiliser, en tout cas sur la question du logement, mais voilà, cette question du repérage et d'aller vers, on en parle beaucoup en ce moment de la question de l'aller vers, mais que ce soit dans les quartiers prioritaires où il y a un déficit d'institutions, ou alors où les personnes n'osent pas aller voir les institutions, ou dans le rural, c'est les mêmes problématiques. Et donc l'approche des compagnies bâtisseurs, c'est d'aller à la rencontre de ces personnes, d'essayer de tisser des relations de proximité aussi avec tous les relais dans le territoire, d'autres associations, les travailleurs sociaux, etc. D'aller pousser les portes, de travailler par le bouche à oreille, voilà. Et donc d'aller à la rencontre de ces personnes pour leur proposer aussi de l'aide dans leur logement. En prenant en compte du coup toutes les fragilités de la personne, que ce soit des problématiques de santé, d'âge, sur les différences entre les modes d'habiter. On peut intervenir dans des contextes sociaux très différents, mais aussi culturels très différents, donc ça impacte forcément les modes d'habiter. Voilà. Et puis du coup, il y a ce pilier qui est la logique d'entraide entre habitants. À chaque fois qu'on intervient dans un logement, on essaye de monter des réseaux d'entraide, donc on fait venir des voisins, on fait venir de la famille, des bénévoles sur le chantier, pour qu'il y ait une dynamique aussi collective qui se crée. Les dynamiques collectives, elles s'incarnent aussi à travers des ateliers, je vous en parlerai juste après, qu'on installe dans des pieds d'immeubles par exemple, et où on propose, vous l'avez vu dans le reportage, mais des actions de bricolage, de formation sur le bricolage aux personnes, et du coup en groupe. Voilà. Notre action, elle repose sur un référentiel qui s'appelle le référentiel de l'autoréhabilitation accompagnée, qui est un guide méthodologique très structuré. Mais en réalité, à chaque contexte, on doit imaginer aussi une solution adéquate et adaptée. Donc la force aussi des associations, c'est de pouvoir justement être flexible et de s'adapter aux différents besoins. Je crois que mon discours est en pointillé à cause de ce micro, excusez-moi. Et puis bien sûr, une action concertée avec les acteurs du territoire, que ce soit techniques et sociaux. Je vous en parlais tout à l'heure, mais notamment pour les questions de relais, d'orientation, de montage, portage d'actions en commun. Voilà. Alors, nos modes d'implantation, donc on peut intervenir dans le diffus à la demande de partenaires.
selon des besoins identifiés. Un bailleur social qui nous dit j'aimerais qu'on fasse 10 chantiers dans mon patrimoine à tel endroit, donc on peut intervenir. En général, le gros de notre activité, elle est quand même située dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, parce qu'il y a aussi beaucoup de précarité dans ces territoires-là, en zone urbaine. Et donc on installe des ateliers de quartier ou des outils tech, où là les personnes peuvent venir régulièrement assister à des animations, participer, s'impliquer aussi dans l'association, emprunter des outils, bénéficier de conseils. C'est très important ça aussi pour nous d'être présents dans les quartiers pour que les personnes nous identifient et viennent nous voir aussi en fonction de leurs besoins. Et puis un peu plus récemment, on a développé ce qu'on appelle les bricobus. Donc c'est des ateliers solidaires itinérants. On parlait d'itinérance ce matin aussi. C'est très à la mode également. Les bricobus, c'est une démarche solidaire itinérante qui permet donc de déployer des actions d'accompagnement des habitants dans l'amélioration de leur habitat, mais de manière mobile. Et donc ça facilite encore plus le repérage des personnes qui sont habituellement pas accompagnées par des acteurs et des dispositifs existants. Et puis c'est un dispositif aussi qui est un outil qui est très flexible. On peut l'utiliser où on veut, quand on veut, comme on veut. Et donc on se rend compte que ça peut être une réponse aussi très pertinente à tous ces trous dans la raquette, ces personnes qui échappent au dispositif public, au droit commun, à la politique publique. Et du coup, ça permet d'offrir une réponse immédiate, en tout cas, et dans l'urgence aussi. Et donc, des fois, il y a des situations où on ne peut pas attendre. Et donc, le bricobus, on se rend compte que ça permet d'être dans cette efficacité et cette immédiateté. Voilà. Et effectivement, on le déploie dans les territoires à la fois urbains, pour faire notamment de l'interquartier, de la mobilité interquartier. Donc, on peut sillonner plusieurs quartiers au sein du même territoire. Et puis, évidemment, dans le rural, où ça s'y prête très très bien. Et donc, on intervient auprès de personnes isolées avec cet outil, ou aussi des familles en situation de précarité et de mal-logement, voilà, auprès de tous les publics que je vous citais tout à l'heure. Donc, je vous ramène dans l'Aude. Il y a le tout premier bricobus audois qui sillonne l'agglomération de Narbonne. La spécificité de ce bricobus, c'est qu'il a été labellisé par la CAF cette année Espace de vie sociale. Et donc, on travaille en étroite collaboration avec la CAF pour animer ce lieu. C'est le tout premier espace de vie sociale itinérant de bricolage en France. Et donc, il vient proposer des chantiers d'autoréhabilitation accompagnés auprès de propriétaires occupants, de locataires. Il fait aussi des animations collectives dans les quartiers du Grand Narbonne. Et puis, il conseille les ménages. On a toute une autre série d'actions et d'opérations, je ne vais peut-être pas toutes vous les lister, mais dans l'Aude, vous les avez à l'écran. Donc vous retrouvez des actions plutôt urbaines, donc d'ateliers de quartier sur Narbonne, également le bricobus sur le Grand Narbonne dont je viens de vous parler, des actions de chantier sur Carcassonne, donc des chantiers d'ARA, également des actions collectives sur Carcassonne. Donc là, c'est des chantiers, ce qu'on appelle les chantiers solidaires, donc ça dure plusieurs jours. On monte un groupe d'habitants et donc on vient réaliser un chantier solidaire. Ça peut être aménager un espace public, construire du mobilier urbain. L'idée, c'est de fédérer des personnes autour de l'objet du bricolage dans leur quartier et donc de se rencontrer aussi à travers ce support-là. Et puis très récemment, on a développé une activité sur Limoux et sur Quillan. Donc sur Limoux, on a réalisé cette année un chantier solidaire et puis 3 chantiers d'ARA auprès des personnes. Et puis sur Quillan, on vient de monter un partenariat avec la Fondation Abbé Pierre pour faire des chantiers. Ouais, j'ai presque terminé. Pour faire des chantiers, a priori ce sera 5 chantiers début 2022 auprès de personnes en situation de précarité dans leur logement à Quillan. Et donc on lance, c'est une expérimentation sur le territoire, il n'y en a pas eu encore. Donc voilà, ça sera début 2022. Je ne vous ai pas beaucoup parlé des partenaires, je finis, c'est ma dernière diapo. Donc on est soutenu à l'échelle de l'Aude par tous ces partenaires que vous avez à l'écran, donc évidemment les collectivités territoriales, l'État, les services de l'État, les bailleurs sociaux, l'ANCT, la CAF aussi nous soutient, je vous en ai parlé. On a aussi des fonds européens à travers le Leader et puis des fonds privés.
Aujourd'hui, on a beaucoup de projets de développement sur le territoire. Donc, je vous parlais des chantiers d'expérimentation avec la Fondation Abbé Pierre sur Quillan. L'objectif, c'est de créer un bricobus au doigt qui puisse circuler entre Limoux, Quillan et Carcassonne et répondre aux différents besoins de mal logement sur cet axe-là, donc ici. Voilà, donc le projet est en cours de montage. Il y a encore des relais financiers qui nous manquent, mais l'objectif, ce serait l'année prochaine de lancer un bricobus sur ce territoire-là. Voilà. Et puis d'autres actions, des actions d'autoréhabilitation accompagnée, spécifiquement sur la rénovation énergétique avec des bailleurs sociaux, donc à l'OGA et puis à Odo. Et puis le lancement aussi d'une plateforme, je vous en ai pas beaucoup parlé dans nos activités, mais dans certaines régions, on a créé des plateformes de récupération et de réemploi de matériaux, donc notamment des stocks morts ou alors des matériaux issus du réemploi, mais plutôt des stocks morts. Et donc on gère des plateformes et donc l'idée c'est de pouvoir réutiliser les matériaux sur nos chantiers à des prix très solidaires. Voilà. Et donc cette plateforme, l'idée c'est d'en créer une sur le Grand Narbonne, elle s'appellera Solibat. Et voilà, c'est aussi un projet en cours de montage. Voilà pour les perspectives, j'ai été trop longue, nous n'avons plus le temps pour des questions. Une ou deux questions, merci David. Oui, je me demandais, est-ce que vous intervenez sur de l'incurie? Sur de l'incurie? Oui. On peut intervenir sur de l'incurie, c'est des problématiques de des parties de travaux plus lourdes. En général, puis il y a tout un travail, ça dépend aussi si on est la personne est propriétaire ou locataire, mais vous avez des situations en tête par exemple? Ouais. Ben, ça dépend, mais oui, on peut intervenir, ça dépend quelle est la situation de la personne, mais on s'entoure aussi de partenaires et d'artisans pour faire éventuellement des autres travaux qu'on ne pourrait pas réaliser avec la personne. Mais il y a aussi tout le travail de médiation à côté, éventuellement auprès du propriétaire qui peut être fait par les compagnies bâtisseurs. Et donc c'est un peu un rôle de tiers de confiance aussi sur ces sujets-là. Voilà. Comment on vous fait intervenir? Comment vous intervenez? On vous interpelle Alors, parce que vous connaissez la mousse pour le logement indigne. Oui. Mais après, les gens ne sont pas forcément en capacité même de payer un reliquat ou de pouvoir faire des travaux, ils sont isolés. Donc, comment on fait pour vous faire intervenir? Ouais. Alors, donc la question du reliquat, c'est pas vraiment un problème parce que si la personne ne peut pas payer, c'est l'association qui prend en charge. Oui, mais voilà. Comment vous faites intervenir? Alors, comment vous nous faites intervenir? Il y a plein de moyens. Si on est présent, alors idéalement, il faut qu'on soit présent sur le territoire. Si on a un atelier de quartier ou un bricobus dans le territoire ou en développement, voilà, c'est des projets à monter aussi. Normalement, on est en capacité d'intervenir et on programme des chantiers sur lesquels on peut intervenir. On les valide en comité technique de suivi avec les différents partenaires et on choisit d'aller intervenir auprès d'une personne. On programme les travaux avec les partenaires, quoi. Donc, si on est présent sur le territoire, il suffit que, en fait, on a beaucoup d'orientation, donc on a aussi une liste d'attente parfois et un stock de ménages à aller voir. Ça peut être des chantiers assez longs, hein, je ne vous ai pas parlé des délais, mais dans le parc social, on est sur des chantiers plutôt courts, entre 5 et 8 jours, ça peut aller jusqu'à 10, mais dans le parc privé, c'est des chantiers qui peuvent monter à 2-3 semaines parfois, voire plus. Donc voilà, Il faut passer par les mairies. Alors, vous allez prendre nos coordonnées. Voilà. Mais voilà, c'est tout l'enjeu aussi de rencontres comme ça, c'est que vous puissiez connaître l'action et que vous puissiez vous orienter en fonction, alors je ne sais pas pour quel service ou quelle institution vous travaillez ou quelle association, mais... Moi, je suis à la mairie de Limoux. D'accord. Et est-ce que vous êtes en relation avec la personne du quartier de la politique de la ville? Alors à Limoux, je ne sais pas. En général, on travaille dans une grande proximité avec les services politiques de la ville, des collectivités. Moi, je suis désolée, je n'ai pas trop suivi le projet de Limoux, donc je ne peux pas vous répondre, mais je pourrais demander à ma collègue. Je vais vous donner mes coordonnées et on fera le... Voilà. Rapidement, donc moi c'est Thomas Galland, je suis animateur à la Maison Paysanne de l'Eau, donc une coopérative qui rassemble des structures de développement agricole, on va dire orientées vers l'agriculture paysanne et qui est basée à Limoux. Et plus particulièrement, moi je suis animateur du projet alimentaire territorial de la Haute-Vallée de l'Aude,
Un PAT, c'est un dispositif partenarial qui rassemble tous les acteurs de l'agriculture et de l'alimentation. Moi, c'est André Broussard. Alors, je suis responsable de l'équipe du Secours catholique de Quillan-Haute-Vallée. Je dis Haute-Vallée parce que bon, on est sur Quillan, mais enfin, nous touchons aussi les villages environnants. Voilà. Donc, comme l'a dit Thomas, vous aviez signé une charte avec Médecins du Monde, donc concernant la santé dans la Haute-Vallée, l'alimentation, tout ce qui pouvait avoir trait à la santé. Et donc, nous sommes contactés avec la Maison Paysanne, puisque c'est eux qui avaient signé cette charte. Et nous avions décidé peut-être de changer notre façon de donner ou distribuer l'alimentation aux personnes qui venaient nous voir, aux bénéficiaires donc, et de peut-être leur donner une alimentation beaucoup plus saine, après tout, pourquoi pas. Donc, le Secours catholique, dont le président est là, nous avons contacté la délégation qui a été tout à fait d'accord pour que nous partions vers cette expérience des paniers solidaires. Voilà. L'organisation s'est faite petit à petit, puisque depuis le mois de septembre 2020, je crois, on avait commencé à rentrer en contact et ça a été effectivement mis en place au mois de mars-avril. Voilà. Donc nous débutons, je peux dire, parce que bon, mars-avril, ça ne fait pas tout à fait un an, mais nous avons de très bons retours. Bon, ça, on en reparlera par la suite et on verra que les personnes sont ravies de recevoir d'une part des produits locaux, des produits de qualité, et puis pas avoir l'impression de dépendre d'une banque alimentaire, des choses comme ça qui sont toujours un peu péjoratifs, je dirais. Alors que là, véritablement, c'est à la satisfaction de tout le monde. Ouais. Pour appuyer ce que dit André, un peu recontextualiser, du coup, vous expliquez donc les paniers solidaires qui sont distribués par le Secours catholique, qui s'est fait dans le cadre de ce que nous, à la Maison Paysanne, on a appelé l'épicerie paysanne ambulante et solidaire, qui est un système de distribution de produits alimentaires sur le territoire de la Haute-Vallée de l'Aude. Donc il y a aujourd'hui 25 villages qui sont desservis. Ça va de très petits villages à une ville comme Limoux, par exemple. C'est quelque chose qui s'est mis en place au premier confinement, où en fait les producteurs sont dû privés de marché d'un seul coup du jour au lendemain, et donc de façon très spontanée ont contacté les personnes qu'ils connaissaient dans les villages pour essayer de voir comment est-ce qu'il pouvait y avoir du relais sur une forme de distribution. Et c'est là où finalement la Maison Paysanne, en tant que structure on va dire d'accompagnement, est intervenue pour structurer finalement ce qui de façon spontanée s'était monté et puis qui commençait à grossir. Enfin, on est passé de 3 000 € de produits la première semaine à plus de 10 000 en l'occurrence la troisième. Donc bon, il y a eu tout cet effet d'engouement aussi et un peu de folie à travers le premier confinement. Je vous rassure, on n'est plus à 10 000 €. Mais bon, c'est une action qui a perduré encore aujourd'hui, et donc on distribue entre 100 et 150 paniers par semaine. Il y a 70 producteurs qui sont impliqués dans l'épicerie paysanne. Et là où il y a un premier caractère, on va dire, solidaire et un enjeu de santé aussi en milieu rural par rapport à cette épicerie, avant d'attaquer la question des paniers solidaires, c'est que on va distribuer de la nourriture qui est produite localement, de qualité, essentiellement bio, dans les territoires ruraux en l'occurrence. Enfin, on va, je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a plus d'une dizaine de villages qui ont moins de 100 habitants, parmi les 25 villages qui sont desservis. Certains sont très isolés, où il n'y a plus un seul commerce, bien évidemment. Il y a même pour certains plus d'épiciers ambulants qui passent. Donc il y a vraiment aussi une dimension d'accessibilité en termes géographiques sur ce territoire rural qui est quand même très isolé. Ça, on va dire que c'est le premier enjeu et qui était encore plus exacerbé pendant la période du Covid. Et puis, petit à petit, il y avait la volonté aussi des producteurs de voir leurs produits distribués à d'autres personnes que celles exclusivement qu'on avait les moyens, parce que bah, voilà, on parle de produits bio, de qualité, donc forcément qui sont un petit peu plus coûteux. C'est le prix juste, on va dire, mais c'est un prix qui est coûteux. Et donc il y a eu ce rapprochement avec le Secours catholique qui s'est fait très naturellement, dans l'idée de pouvoir profiter d'un système déjà en place et de distribuer des paniers spécifiquement aux personnes en précarité financière et autres précarités, malheureusement, à travers le Secours catholique. Donc peut-être tu peux en dire un peu plus sur comment fonctionnent les paniers. Bon, d'une part, comment fonctionne le panier, puis dire aussi que nous avons eu la chance, donc, pour mettre en place ces paniers solidaires, de contacter une maison paysanne qui déjà était une sorte de coopérative regroupant tous les producteurs du coin.
puisque dernièrement j'étais à un colloque donc, sur les paniers solidaires et comment tout cela s'organisait en France et dans les différentes régions. Et c'est là qu'il est ressorti que ce qui était très difficile à mettre en place parfois, c'est qu'il fallait contacter tous les producteurs un par un. Donc c'était déjà très difficile de faire ça. Puis en plus de ça, une fois qu'on les avait contactés, bon, certains continuaient dans l'histoire des paniers solidaires, d'autres s'arrêtaient, donc il fallait en trouver d'autres. Bon, enfin, bref, c'était très difficile à mettre en place. Nous, de ce côté-là, on a eu une chance inouïe, je dirais, de vous connaître et de voir que vous aviez les mêmes optiques que nous. Voilà. Donc ensuite, comment fonctionne le panier solidaire? En fait, nous, les producteurs viennent nous livrer tous les vendredis tous les légumes, parce que nous ne prenons pas de viande, étant donné que nous ne pouvons pas, nous n'avons pas pour le moment les chambres froides ou les réfrigérateurs qui pourraient nous permettre d'avoir de la viande. Donc ce sont des légumes, ce sont des fromages, des œufs, du pain, du miel, enfin il y a quand même un petit éventail de produits qui sont très agréables pour les consommateurs. Et donc ils viennent nous livrer ça. Et nous-mêmes, c'est-à-dire les bénévoles du Secours catholique, pour l'instant, nous mettons tout dans des paniers, donc même chose pour chacun, et ensuite les personnes viennent les chercher, nous le leur donnons. Nous allons changer de système, puisque nous nous sommes aperçus qu'on pouvait faire différemment. Et je vais y revenir pour dire à peu près que les paniers solidaires, en fait, reviennent pour les bénéficiaires à 1 € pour une personne seule, et 2 € pour une famille. En fait, ce sont des paniers qui reviennent à 12 € pour une personne seule et 20 € pour une famille. C'est-à-dire que la maison paysanne, sur un panier de 12 € va donner 4 € et le bénéficiaire va donner 1 €. De même que sur un panier de 20 €, la maison paysanne, pardon, je me suis trompée, va donner 4 € sur un panier de 20 € et 2 € pour le bénéficiaire. Et pour une personne seule, la maison paysanne donnera 3 €. Le reste, c'est le Secours catholique donc qui complète. Donc ça a un certain coût quand même, et je pense que pour les bénéficiaires c'est très très intéressant. Ouais, juste du coup, pour compléter ce que vient de dire André, la particularité, ce qui nous tenait à cœur quand même à mettre en place, c'est que la part qui est prise à charge par la maison paysanne, elle n'est pas prise à charge que par la maison paysanne, c'est-à-dire que quand on ouvre les commandes aux consommateurs lambda, il y a la possibilité, il y a un système de péréquation financière où les consommateurs peuvent rajouter 1, 2, 3 €. Et cet argent-là est exclusivement réservé à venir abonder, on va dire, la caisse de solidarité qui permet de financer les paniers solidaires. Et puis la maison paysanne met le surplus nécessaire à la prise en charge de notre part, quoi. Donc ça, c'est vraiment aussi hyper important dans ces formes un peu nouvelles de solidarité alimentaire. Et puis ça va... Enfin voilà, nous en tout cas, on a la volonté d'aller vers des nouveaux systèmes un peu de démocratie alimentaire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de toutes ces expérimentations, notamment autour du projet de sécurité sociale de l'alimentation. Voilà, il y a tout un collectif au niveau national qui réfléchit à comment re-questionner les aspects démocratiques de l'alimentation en essayant de mettre en place un système qui est plus égalitaire, en reprenant un petit peu le modèle de la sécurité sociale finalement, avec des formes de cotisation en fonction des revenus. Et donc on n'en est pas là, loin de là, mais on essaye d'aller vers des systèmes un petit peu nouveaux, moins stigmatisants et plus participatifs, où le consommateur a libre choix aussi de dire moi j'ai peut-être un revenu plus important, je peux aussi en faire profiter d'autres. Pareil. Bon, comme je le disais tout à l'heure, donc pour continuer ce que tu dis, nous avons nous aussi adossé donc au panier solidaire, nous avons une boutique solidaire dans laquelle nous vendons des vêtements qui nous sont cédés. Et justement, les personnes qui viennent à cette boutique solidaire, on met des prix minimum, mais chaque personne peut donner davantage si elle veut. Par contre, ce qui est très bien, c'est que cette boutique nous permet quand même d'avoir une certaine mixité, parce que lorsque les paniers solidaires sont livrés le vendredi matin, les personnes qui viennent chercher les paniers traversent la boutique, et en même temps c'est l'occasion de discuter avec l'un, avec l'autre, d'échanger des recettes, d'échanger des idées, et de voir des personnes qui viennent à la boutique solidaire qui ne sont pas du tout des bénéficiaires, qui viennent pour acheter des vêtements, c'est tout. Voilà, donc à tout point de vue c'est très intéressant. Peut-être si vous avez des questions, parce que le temps file vite, je ne sais pas si vous... Ouais. Moi j'ai une question relative aux bénéficiaires justement. Est-ce qu'il y a des critères d'éligibilité ou j'imagine que oui. Et du coup, quels sont-ils?
Bien sûr, nous avons des critères. Bon, mais ce sont exactement les mêmes critères que pour l'aide alimentaire que nous faisions jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que les personnes, généralement, sont des gens qui sont bénéficiaires du RSA. Et puis, bien sûr, nous faisons ce que nous appelons un dossier. Bon, c'est un peu administratif, mais enfin, nous sommes obligés de le faire. Parce qu'au début, lorsque les paniers ont commencé d'être distribués, on a vu arriver une foule de personnes qui arrivaient en nous disant « Ah, mais c'est chouette, un panier à 1 euro. Ah ben oui, mais moi ça m'intéresse. » Bon, évidemment. On a dit « Oui, mais quand même. » Bon, on ne va pas distribuer les paniers comme ça à 1 euro dans tout Quillan et les alentours. Donc forcément, c'est sûr qu'il y a des critères. Pas des critères draconiens, parce que la première fois, quand les gens arrivent à nous dire « Est-ce que je pourrais bénéficier d'un panier ?» On leur dit « Oui, donnez-nous 1 euro. Vendredi prochain, vous viendrez, vous aurez un panier. » Donc les gens ont un panier. À partir de là, ils voient s'ils ont envie de continuer ou bien s'ils se disent « Bon, ben non, c'est pas du tout ce qu'on voudrait. » Mais après, automatiquement, on fait un dossier, on constitue un dossier. En quantité, le panier, ça représente pour une personne seule, elle peut tenir quelques jours dessus, ça va être pas la semaine ou pas? En tout cas, on va faire en sorte de mettre au maximum des produits, on va dire, de consommation courante, quoi, notamment comme tu précisais, des fruits, des légumes, du pain, des œufs. On va aussi essayer de s'adapter au régime alimentaire de certaines personnes. On sait qu'il y en a certains qui sont véganes ou végétaliens par ailleurs, donc on fait attention à ça. Ça permet pas, je pense, parce qu'on n'a pas tous les produits. Je pense à tout ce qui est légumineuse, on n'a pas de riz, on n'a pas de pâtes, on n'a pas de produits finalement transformés comme ça. Donc on ne peut pas vraiment dire que ça bénéficie, par exemple on peut faire une semaine sur le panier, mais c'est plutôt je pense un agrément au cours de la semaine qui permet de diversifier un petit peu ce que les gens ont dans leur assiette habituellement. Et puis on fait quand même attention à mettre aussi on va dire des produits un peu plus plaisir quoi, on va dire, ou des fois on met un peu de miel, on va mettre confiture, plein d'autres choses qui sont un petit peu plus, qui participent peut-être moins à la consommation courante, mais qui font aussi que ça reste un plaisir de manger. Ça a été compliqué au niveau des producteurs entre vous, ça a été de vous mettre d'accord sur ce projet et d'adhérer Alors là non, pas du tout, enfin, c'était... disons que quand on a commencé l'épicerie paysanne, ça a vraiment, d'ailleurs elle s'appelle épicerie paysanne ambulante et solidaire, il y a toujours eu cette volonté, et même je dirais au-delà de l'épicerie paysanne, moi tous les paysans que je connais, il y a une profonde frustration de se dire je fais des produits de qualité, plutôt du coup effectivement bio et autres, et forcément ça a un prix, il y a un prix qui est juste en l'occurrence, mais qui n'est pas celui qu'on retrouve dans les grandes surfaces ou ailleurs. Et il y a une vraie profonde frustration du milieu paysan de se dire finalement ces produits ne peuvent pas bénéficier à tout le monde. Donc là effectivement quand on a mis ça en place dès le début, on s'est dit que ce serait bien qu'on arrive à aller sur ce volet-là. On ne serait pas du tout arrivé tout seul. Enfin, heureusement sur le territoire, il y a Médecins du Monde, le CLS, c'est vrai qu'on avait fait des réunions aussi au début avec vous pour mettre tout ça en place. Enfin, il y avait tout un support, et puis bien évidemment le Secours catholique qui a apporté la solution logistique et financière pour pouvoir le faire. Mais je pense que c'est, en tout cas partout à mon avis où il y a des paysans, il y a cette problématique et cet enjeu de pouvoir diversifier la clientèle et d'avoir une certaine satisfaction à ce que ce soit accessible. Bon, peut-être que effectivement, on était au début un petit peu coincés, je dirais, parce que c'est nous qui avons fixé les prix pour les bénéficiaires. C'est-à-dire qu'on avait dit c'est 12 € et c'est 20 € pour les familles. Donc, chaque fois, quand nous sommes en contact avec la maison paysanne, on leur demande de nous mettre dans le panier des légumes ou bien autre chose jusqu'à 12 €. Donc, c'est eux qui constituent en quelque sorte le panier. Ça nous est livré après, je dirais, en vrac, mais après, vraiment, le panier, c'est-à-dire mettre une boîte d'œufs, mettre des légumes, etc. C'est nous qui le faisons. Mais maintenant, petit à petit, nous avons décidé d'évoluer. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que maintenant, c'est livré en vrac et ce ne seront pas les bénévoles qui vont mettre les choses dans les paniers pour que les personnes viennent après prendre le panier tout fait. C'est eux-mêmes qui se constitueront le panier. C'est-à-dire qu'on dira, vous mettrez ça, ça, ça et ça dans votre panier et chacun prendra ce qui sera déposé en vrac au départ. Ça, c'est une première chose parce qu'on voudrait arriver à ce que les gens tout doucement évoluent et donnent leurs besoins exacts, parce que quelquefois dans la fourchette de prix, ils peuvent peut-être préférer avoir des œufs plutôt que d'avoir deux bottes de blettes et une botte de carottes, voilà, des choses comme ça. On aimerait en arriver là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les gens, je sais que ça se fait ailleurs, c'est pour ça que
essayer de le mettre en place. Voilà, on y arrivera certainement, puisque d'autres y sont arrivés. C'est-à-dire que les personnes téléphonent ou envoient par SMS en disant ben voilà, moi je préférerais avoir ça, ça, ça et ça. Et à ce moment-là, nous commandons globalement ce que les gens ont demandé. On y arrivera. Oui, moi j'ai deux questions. La première, c'est que la boutique est à client. Est-ce que tous les habitants de la Haute-Vallée peuvent venir à la boutique? Bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Justement, c'est un peu le malheur, c'est quelquefois il y a des personnes qui n'osent pas venir en disant, d'une part certaines n'osent pas venir parce que c'est une boutique du Secours catholique, on sait de toute façon là-dessus, mais il y en a d'autres qui pensent que c'est réservé uniquement à des bénéficiaires, soit qui ont le RSA, soit de très très faibles revenus. Non, la boutique est ouverte à tous, de toute façon, mais pas les paniers, évidemment, comme on disait tout à l'heure, c'est sur dossier. Voilà. Maintenant, tu parlais des environs aussi. Les environs, voilà. Parce que d'Espéranza, on peut aller chercher les paniers. Bien sûr, bien sûr. Bon, évidemment, la seule difficulté, c'est de se déplacer. Il faut que les personnes se déplacent et viennent. Nous n'allons pas livrer. Pour le moment, on n'en est pas là. Mais dans certains villages, il y a quand même des dépositaires, donc... où justement les paniers solidaires peuvent être amenés, si c'est un village où il y a un dépositaire, monsieur qui habite dans les environs sur le plateau de Sceaux, là, et qui va donc au Bousquet pour chercher son panier, il n'est pas obligé de descendre à Quillan. Parce qu'il y a le système classique en fait, de l'épicerie paysanne qui permet d'aller dans plein de villages, et donc effectivement il y a un bénéficiaire qui est un peu isolé géographiquement, et donc on fait monter son panier. C'est-à-dire que par le biais, en fait, vous faites le lien pour expliquer, voilà, et par ce biais-là, du coup, d'accord, il y a cette proximité. Qui arrive dans le village et qui n'est pas identifié comme un panier du Secours catholique ou quoi, c'est un panier qui arrive comme tous les autres. Oui, c'est pas marqué dessus, ce bien sûr. bénéficiaire, il fait son dossier où? Pardon? Ce bénéficiaire, qui est donc pas à côté de Quillan, qui ne peut pas se déplacer, il fait son dossier où? Avec à Quillan. Voilà, il faut qu'il se déplace. Ici au début, oui, la première fois de toute façon. Il peut passer par les mairies, par exemple. Il y avait une deuxième question. Oui, moi je veux bien une deuxième question. Alors, je vois par exemple à Espéranza, je ne crois pas qu'ils aillent beaucoup chercher les paniers solidaires parce qu'ils ne sont pas très au courant d'abord, mais ils vont au Resto du Cœur. Les Restos du Cœur actuellement se plaignent de ne pas avoir de légumes ni de fruits. Donc est-ce que ça serait possible ou est-ce que c'est un handicap de faire partie des Restos du Cœur et ensuite d'aller chercher les paniers solidaires? C'est juste une question, est-ce que ça... C'est-à-dire qu'ils feront partie peut-être des Restos du Cœur, puisque nous avons des personnes qui viennent au Secours catholique, mais qui vont également au Resto du Cœur. Donc ça gêne pas, ça. Est-ce que vous allez au Resto du Cœur? Alors vous ne pouvez pas venir au Secours catholique. Mais par contre, ils auront un dossier chez nous aussi. Oui, bien sûr. Le fait d'avoir deux dossiers, c'est pas gênant. Il faudrait peut-être préciser que notre objectif n'est pas le distributif alimentaire du Secours catholique. Ça n'est plus ça depuis longtemps. Et donc en ça, on est parfaitement complémentaires des Restos du Cœur ou d'autres associations qui font de la distribution alimentaire. L'objectif, c'est d'accompagner les personnes. Donc, il y a plusieurs aspects qui ont été développés. Il y en a un qui ne l'a pas été, c'est que avoir un panier, mais ne pas savoir comment cuisiner les légumes, ou ne pas avoir l'habitude de le faire, ou ne pas être initié culturellement. On a une équipe qui se heurte à ça actuellement, avec des personnes qui sont d'une autre culture et qui ne savent absolument pas comment traiter les légumes, donc distribuer n'a aucun sens. Et donc on essaie, là où c'est possible, progressivement, d'accoler un atelier collectif pour partager les recettes. Voilà, et ça c'est assez fondamental parce qu'en partageant les recettes, en se rencontrant, eh bien, on pourra accompagner, comme on l'évoquait toute la matinée et cet après-midi, on pourra accompagner sur d'autres volets que le panier solidaire et l'alimentaire, répondre à d'autres besoins qui ne sont pas forcément exprimés spontanément, mais c'est une entrée en matière, c'est ce que tu disais tout à l'heure à propos du vêtement. Ce dont tu parles, nous l'avons évoqué tout à l'heure, bien sûr. C'est-à-dire que déjà, Médecins du Monde a organisé des journées dans des fermes où on a indiqué aux gens comment faire, c'était quoi, des conserves, je crois. Il y a eu des ateliers autour des conserves, des ateliers autour de comment consommer les plantes sauvages comestibles, enfin des ateliers qui ont eu lieu dans le cadre du contrat local de santé et du PAT en l'occurrence. Donc il y a déjà des ateliers effectivement sur le territoire. Ça fait partie de notre convention. Oui, d'autant plus. Et effectivement, la convention elle va un peu plus loin puisque
Ce qu'on essaye de mettre en place là en ce moment, c'est des temps d'échange aussi, de rencontres entre ces paysans et puis et les personnes qui sont bénéficiaires des paniers. Quoi. Ça, ce serait vraiment intéressant de faire ça, mais on va déjà programmer. Ouais. Non mais c'est sûr que voilà, c'est aussi un prétexte quoi, le panier pour aller plus loin et aussi engager d'autres rencontres et d'autres champs d'expérimentation. Moi j'avais une question aussi. J'ai vu une nouvelle boutique du Secours catholique à Limoux. Et je voulais savoir s'il était prévu, si c'était déjà le cas, de faire la même chose avec les paniers solidaires. Ouais. C'est leur projet. C'est le projet de cette équipe, oui. D'ailleurs, je ne sais pas si vous en contactez, mais en tout cas, on a eu pas mal d'échanges et tout ça. D'accord. On a écrit la convention et j'avoue que depuis quelques mois, là, on n'a plus trop d'échanges, mais vu que la structure est en constitution, j'imagine qu'il y avait d'autres sujets, mais bien évidemment. Oui. Ouais. Mais oui, moi j'attends avec impatience de signer une nouvelle convention avec vous. La boutique, il n'y a pas très longtemps qu'elle a ouvert. Non, il n'y a pas longtemps. Sur Limoux, voilà. Et, réouverte. Elle est ouverte. Elle est réouverte parce qu'il y a eu boutique, mais inondée, etc. Voilà, donc elle est réouverte. Oui, c'est sur Limoux. C'était l'objet de ma question. Et ensuite, sur les paniers solidaires de manière, pour tout un chacun, en dehors du site, est-ce qu'il y a des endroits où vous déposez à Limoux? Moi, je parle de Limoux. Oui, vous êtes. À la maison paysanne, il y a un lieu de dépôt, effectivement. Tous les vendredis, il y a une vingtaine de familles qui viennent chercher des paniers. Et il n'y a pas d'autre endroit? Non, mais par contre, ce dont on parlait tout à l'heure, il n'y a pas d'autre endroit à Limoux. Oui. Mais après, sur le territoire de la Haute-Vallée, il y a d'autres endroits. Mais par contre, ce qu'on va peut-être mettre en place à travers un autre partenariat avec l'espace de vie sociale qui est à Sapi, l'EVS et Équipage, c'est aussi des formes de paniers solidaires, peut-être à venir, notamment puisqu'ils vont créer une boutique, une épicerie sociale et solidaire. Oui. Je trouve que c'est pas assez connu, peut-être il faudrait penser un moyen de mieux les faire connaître. Non, mais ça c'est tout l'enjeu et c'est pas propre à Limoux de pouvoir communiquer. Monsieur qui avait une question. J'avais juste une question parce que même si c'est un prétexte, mais c'est aussi important le panier et aujourd'hui ça repose quand même pas mal sur une participation financière du Secours catholique au-delà de la distribution, de l'organisation, etc. Donc est-ce que là-dessus, pour l'avenir, est-ce qu'il y a des pistes pour que cette part financière elle soit aussi, qu'il y ait aussi d'autres contributions, pour que ça s'inscrive aussi un peu dans le droit commun? Vous parliez d'un mouvement tout à l'heure sur développer une sorte de sécurité sociale alimentaire. Dans cet esprit-là un peu, est-ce que vous avez été en contact avec des collectivités Le but c'est de rendre les paniers solidaires pérennes, pas de dire on va faire ça pendant quelques mois et puis après on va arrêter. Non. Le but c'est pas du tout ça. Donc je pense que la question va plus loin. Effectivement, on a le souci de pérenniser. C'est vrai que c'est né un peu partout avec la période Covid, ça a été ça a bien pris partout dans toute la France et on a beaucoup d'équipes maintenant mobilisées sur ce projet. Ce que vous dites, ça va plus loin. Quel partenariat pour élargir, presque institutionnaliser? Parce que si on rend pérenne pour un certain nombre de personnes qu'on accompagne, on ne répondra pas forcément à tous les besoins d'accompagnement, ni à tous les besoins alimentaires, évidemment. Et donc, effectivement, comment élargir ça? Je ne sais pas, la question se pose ici comme ailleurs. C'est pertinent, en tout cas, il faut l'avoir en tête, oui. Effectivement, mobiliser peut-être les collectivités locales un petit peu plus sur ces enjeux-là, malgré le fait que ce ne soit pas dans la culture des communes ou des intercommunalités d'aller vers ça, ça peut être une solution. Après, il y a aussi un travail qui est mené en ce moment par le gouvernement, qui a inscrit dans la loi climat et résilience une étude autour de tickets alimentaires. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais en gros, là, pendant 6 mois, le gouvernement va faire toute une étude, puisque c'était une proposition de la Convention citoyenne, de mettre en place des tickets alimentaires pour favoriser l'accessibilité pour les personnes en précarité à des produits plutôt bio, plutôt locaux, plutôt de saison. Ça, comment ça va se traduire concrètement? Moi j'en suis très curieux, mais si ça permet de financer ce type de dispositif, pourquoi pas quoi. Et après, effectivement, moi je vous encourage vraiment à aller voir ce qui se passe et ce qui se trame sur le concept de la sécurité sociale de l'alimentation. Ils ont fait un site, il y a plein d'initiatives hyper intéressantes. Et ça, c'est une porte d'entrée, alors avec
une projection vraiment nouvelle sur ce qu'est la démocratie alimentaire et de nouvelles formes de pensée qui prendront sûrement beaucoup plus de temps à se mettre en place, qu'il faut que ça se concrétise à l'échelle nationale. C'est vrai que c'est des sujets où à l'échelle locale, en tout cas dans les politiques publiques locales, c'est un peu plus dur d'avoir des leviers d'action. Dans les partenaires qui sont attentifs, il y a la Chambre d'agriculture par exemple. Ici ou là, on a contacté parce qu'on n'avait pas de partenaire. Ici, la maison paysanne, c'était formidable, quoi. C'était une aubaine extraordinaire. Une rencontre rare, je dirais. Mais ailleurs, à qui s'adresser. Et la Chambre d'agriculture a un service même qui concerne les producteurs qui sont en difficulté. Et donc ça nous intéressait aussi de nous rapprocher. Il y a plusieurs équipes qui se rapprochent ainsi et qui ont ouvert les paniers solidaires sur cette proposition d'épauler des producteurs. Après, il y a parfois des difficultés. La maison paysanne, elle a le mérite d'avoir un certain nombre de producteurs et donc une production variée, même si elle est saisonnière évidemment. Il y a tel ou tel lieu où on va avoir un peu presque une monoproduction. Oui. Et donc il va falloir multiplier les ateliers de recettes parce que sinon je ne sais pas comment ça va fonctionner, quoi. Ce serait dommage qu'on se débarrasse du panier. Oui. Enfin, on a la chance à l'épicerie paysanne d'avoir, je vous disais, à peu près 70 producteurs. Donc c'est sûr que ça amène de la diversité dans les paniers. Mais surtout, ce que tu expliquais très bien, c'est la chance qu'ils se soient organisés. Nous, on a été simplement structure d'appui. Ça a été quand même décisif, mais que les paysans aient souhaité s'organiser collectivement. Ça, je pense que c'est vraiment effectivement un gros plus derrière pour pouvoir faciliter la mise en place de ce type de solution. Bonjour, bienvenue à la présentation des Jardins des Colibris. Merci. On se trouve sur Quillan. Juste avant de commencer, je voudrais quand même, puisqu'on parle de santé depuis ce matin, je voudrais quand même rappeler quelque chose qui me semble important, c'est la définition de la santé de l'OMS. La santé est un état complet de bien-être, aussi bien physique, mental et social. Et il ne s'agit pas, il ne consiste pas non plus à l'absence de maladie ou d'infirmité. Et je trouve que c'est prendre vraiment la personne dans sa globalité et l'alimentation, pour moi aussi, fait partie aussi de la santé. Là, on va vous dérouler un petit film que l'on a tourné sur le jardin, qui dure à peu près 8 minutes. Et après, on va pouvoir poser des questions et vous expliquer un petit peu autre chose à demander. Bonjour et bienvenue au Jardin des Colibris, association qui est née en 2018 grâce à 2 personnes qui fréquentaient Médecins du Monde. Ils avaient émis l'idée d'un jardin partagé pour pouvoir avoir des légumes sains qui, forcément, agissent sur la santé. En 2020, on a chacun gardé sa parcelle et depuis 2021, on fait totalement différemment, c'est-à-dire qu'on a reçu aussi énormément de plants qu'on nous a donnés. Donc on a distribué les plants partout, sur tout le terrain. Et chacun peut piocher chez l'autre quand c'est mûr chez un et qu'on attend chez l'autre, ou quand il en a beaucoup, et ben on peut lui en prendre. Enfin, il y a moins de... On dit encore la parcelle 2, mais tout le monde peut utiliser ce qui pousse. Comme tout le monde aussi arrose, quand on arrose aussi la totalité et pas que sa parcelle. C'est beaucoup plus dans un collectif maintenant. Pour ce terrain-là, c'est beaucoup plus dans un collectif. Voilà, on est passé du système pyramidal au système collégial. C'est-à-dire qu'on prend ensemble maintenant les décisions. C'est un petit peu compliqué à gérer, mais c'est beaucoup plus démocratique. On a réfléchi tous ensemble au nouveau statut. On a refait un nouveau règlement intérieur et on a établi une charte
qui est voté à l'AG. Je trouve aussi bien au jardin, c'est qu'on est aussi une équipe. Il y a de l'aide technique, il y a de l'aide aussi. Et du coup, on s'est retrouvés un peu plus entre amis, c'est-à-dire qu'on se retrouve aussi à l'extérieur du jardin maintenant. Il y a d'autres relations qui se passent aussi en dehors du jardin et c'est aussi... voilà, c'est... moi qui arrivais, j'arrivais juste sur Quillan quand j'ai eu le jardin, je venais juste d'arriver, donc je connaissais personne. Et ben, maintenant, grâce au jardin, j'ai un lien, j'ai des liens sociaux beaucoup plus importants et enrichissants. On a été à une autre association il y a la semaine dernière, je pense. Émeraude, ça s'appelle. Émeraude. Ouais. Et c'était... j'ai apprécié cette journée. C'était à une association d'un autre jardin? Ouais. Et j'ai apprécié cette journée parce que on a appris des trucs aussi. On a fait de la cuisine. Le début de cuisine, mais ouais, c'était excellent. Les légumes que tu as... Ben, pour l'instant, je les mange. Okay. Mais si j'en ai beaucoup, ouais, c'est sûr que je les donnerai. Après, ouais, je les donnerai, c'est sûr. Je les donnerai à... Il y a des gens qui en ont besoin, on fait des échanges en même temps. On fait pas mal d'échanges. Alors les légumes que j'ai cultivés l'année dernière, et j'étais pas experte du tout, j'avais pas encore de conseils techniques de Rosa, donc ça a donné un petit peu, donc j'ai tout utilisé. J'ai fait quelques conserves en stérilisation, surtout de la ratatouille que j'ai stérilisée, que j'ai fini il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Okay. Le jardin, c'est que du bonheur. Le jardin, ça m'a sauvé la vie en fait. Ça m'a vraiment sauvé la vie. Ça m'a... j'étais addict de l'alcool et j'ai arrêté l'alcool parce que il y a plus de choses à faire dans le jardin qu'à rester enfermé à la maison à boire de l'alcool. J'avais fait tout pour arrêter l'alcool, il me manquait que ça. Et au moment de sortir, du coup, il me fallait trouver une solution parce que j'avais peur de ressortir et de replonger dedans, tu vois. Je vois pas l'intérêt, sinon. Et finalement, le jardin, il était là. En fait, il était là. Et voilà, c'est que... Et maintenant, je deviens fou. Non, pas fou, mais je suis bien. Je suis bien. Moi, ce que je voudrais surtout dire, et ce qui me fascine, et ce qui est génial pour moi, c'est de voir des petites graines que je plante, que j'arrose, que je suis, qui commencent à pousser tout doucement, quand j'arrose, je l'arrose avec amour. Et les petites graines, elles grandissent, elles font des feuilles, des fleurs, des fruits, des légumes. Et ces légumes, ils sont sans du tout pesticides, qu'avec la nourriture de la terre qu'on a bien amendée avant, et qui nous font des beaux fruits qu'on peut manger et qu'on se régale, quoi. Et de voir la nature, la vie dans toute cette nature qui est un peu dirigée là, parce que c'est pas naturel, on les a plantés, mais on en prend soin et elle nous régale après. J'envisage de faire un stage, même un autre stage. Je sais pas si ça intéresse les gens, et peut-être ça me fera bosser. Composteur, maître composteur. Ça m'intéresse, un truc depuis que je l'ai découvert, je veux le faire. Après, les gens seront contents de me voir. Bah ouais. On ne sait pas. Ça me plairait. Il y a un autre terrain en haut qui est tout à faire, qui est même des souchets. Il y a un gros travail.
faut le dessoucher, il faut le clôturer, Ouais. parce qu'il y a eu quelqu'un qui a voulu faire une culture, mais les sangliers ont tout mangé. Donc il faut le clôturer. Ça va être un chantier collectif que l'on va faire d'ici un mois ou deux pour le clôturer, avec l'aide d'un professionnel donc, qui va nous fournir l'aide et le matériel, et nous on va fournir la main-d'œuvre. Et une fois ce terrain clôturé, on va pouvoir acheter une pompe pour pomper l'eau dans la rivière et remplir des cuves pendant l'hiver pour pouvoir distribuer l'eau pendant l'été. Ah ouais, si, quelque chose. On manque d'eau. Au secours. Rien, on n'a pas les bassins, on n'a rien. Pour récupérer l'eau. Moi, je me souviens qu'au début, j'arrosais mes plantes, mes melons. Alors, j'adorais mes melons. J'ai cherché des bouteilles de 1,5 litre, tu sais, en plastique. 1,5 litre. Je mettais une goutte. Enfin, à la goutte, ouais. J'appelle ça la goutte, moi, je ne peux pas dire autrement. Ouais, c'est assez dur. Mais j'étais heureux quand même. J'étais bien. Voilà, petite vidéo de présentation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça fonctionne un peu comme un jardin solidaire avec les habitants du village, ou c'est vraiment que avec ceux qui cultivent Il n'y a pas de critères pour rentrer, on adhère à l'association. On paye une cotisation pour la parcelle parce qu'on ne trouve pas ça juste de faire payer 20 € quelqu'un qui a une parcelle de 50 mètres carrés et 20 € quelqu'un qui en a 800. Donc ça marche comme ça. Enfin maintenant, parce qu'on est passé en collégial, on a revu le règlement intérieur. Ce qui était aussi important pour les initiateurs, c'était qu'il y a un règlement, et dans le règlement, l'alcool et les produits stupéfiants sont interdits aux jardins. Donc forcément, ils savent que là, ils n'auront pas de plantation. Et ils sont pleinement dans leur activité. Il y a 7000... Combien tu retournes? Ah bah oui. Alors il y a 2 parcelles. La première que vous avez vue est une partie de la première qui fait 4000, ça y est maintenant j'ai 4710 mètres carrés, genre de réalité. Et celle que vous avez vue qui est tout à fait 2910. Et effectivement, il y a tout à fait. La nature a repris son droit, donc normal. C'est des terrains communaux? Alors non. Alors là, on a ce terrain grâce à la communauté de communes, Pyrénées Audoises. Donc c'est une collectivité? Oui, par un contrat commoda. D'accord. Donc on a la gestion des terrains et gratuite, sauf l'eau. Là c'est un gros souci. Moi je suis arrivée en 2019 et pareil, je suis arrivée sur Quillan, est-ce qu'il y a des jardins, parce que j'étais déjà dans un jardin participatif à Alette. Et on m'a dit oui, il faut voir venir le grand là-bas, machin et tout. Et donc moi j'étais arrivée avec mes framboisiers, mes fraises, des tout, on replante tout. Et j'ai mangé avec les gourmands de Mounir. C'est-à-dire qu'il y a les gourmands des tomates, des poivrons, des aubergines. On les a stockés dans un premier temps dans du terreau, arrosés à l'abri de la lumière. Et quand ils ont eu assez de racines, on les a plantés. Et j'ai mangé comme ça. Donc c'était assez génial. Il y a un côté, cette association, finalement, elle répond à tout ce qui a été dit aujourd'hui. Il y a la rupture avec l'isolement, parce que du coup, maintenant, effectivement, on se rencontre à l'extérieur. Quand il y en a un qui a un pépin, on appelle et il y a toujours l'entraide. Ils étaient 4, on est passé à 8. On est 16, dont 8 qui attendent en fait et qui sont déjà en train de commencer à défricher pour la parcelle du haut.
il restera encore des parcelles pour les... Et 2 attentes pour le monde aussi. Qui pareil des ménages sur Quillan et qui sont venus nous voir et qui nous ont dit bon, dès que je sais si c'est ok, je viens. Donc on a vraiment besoin de défricher toute cette parcelle parce qu'elle est déjà pour moitié occupée en fait. On a surtout besoin aussi de financement pour acheter des cuves, les pompes. Vas-y. En 2020, on est passé à 8. Et à 8, on s'est rendu compte que le bassin, c'est pas possible. Quand je commence, comment tu veux que je finisse si je n'ai pas commencé? Il faut finir après. Là, c'est la pause en fait. C'est déjà l'heure de la pause. Il est 20. La pause va jusqu'à 30. Donc voilà, vous pouvez continuer à en échanger, mais ça fera moins de pause. Vous voulez aller en cours peut-être? Bon, je vous laisse finir, prenez 2 minutes, mais c'est finir assez vite. Ouais. Vous laissez le mail, je vous ouvre le truc. Voilà, carrément. Tout à fait, puisqu'en plus, on est en demande de subvention grâce à nos partenaires qui sont la Maison Paysanne et Médecins du Monde. On nous a annoncé qu'on pouvait répondre à l'appel à projet des jardins partagés 2021, puisqu'il restait encore des sous dans l'enveloppe et ils ont réduit le nombre d'habitants pour les communes. Parce qu'au départ c'était 5000 habitants, ils sont descendus, comme ils avaient encore une grosse enveloppe, ils sont redescendus à 2500 habitants. Du coup, Quillan faisant partie de moins de 2500 habitants, on a pu... et notre association répondant au critère. Mais ce critère-là, on va avoir un financement, mais il faut qu'on fournisse nous quand même 20% du montant global global. Donc on n'a évidemment pas, parce qu'avec 16 adhérents, on va pas loin. Par contre, on cherche des financements un peu partout. Voilà, donc on fait appel au Rotary Club de Quillan, au Lions Club, la Sémillante, à Limoux. Conseil général, on a eu des contacts ce matin, donc c'est bon. C'est bon aussi. Et une autre association, la Tango d'initiative aussi, qui aide d'autres associations. Vous savez ce que c'est qu'un peu la Tango d'initiative? On n'a pas le temps, chérie. C'est possible. Est-ce que vous faites des demandes participatives, enfin des plateformes sur les réseaux pour... Là, on fait une tombola. On n'a pas fait de... Elle a un terme pour ça, Elisabeth, la trésorière. Crowdfunding, oui, non, genre, c'est ça. Oui. Alors non, on n'a pas... On y a pensé, mais il n'y a pas... Moi, j'y connais pas grand-chose et il n'y a pas personne qui est capable de pouvoir le mettre en œuvre et le gérer. Donc on a fait appel à peu près tout le monde. Et nous-mêmes, on organise une tombola. Donc avec les saisons, donc j'imagine que ce sera des courges. Pour essayer de trouver un peu de cash quoi, pour atteindre ces 20% et pouvoir bénéficier de cette aide parce que les cuves, il faut pouvoir pomper l'eau dans la rivière, comme elle le disait, le temps qu'il coule, donc pas dans le ruisseau. Il faut pouvoir la stocker, donc on est parti sur un minimum de 20 cuves. 1000 litres, hein. C'est 1000 litres, c'est pas pour moi, c'est automatique, mais et du matériel de pompage, du matériel générateur pour une pompe électrique qu'un adhérent a déjà. Donc il y a une partie gros matériel, après une partie outillage à main, une partie qui rentre dans le cadre aussi, convivialité, c'est-à-dire que là on a notre coin à nous sur cette parcelle-là et il faut qu'ils aient le leur aussi. Parce que très souvent, lorsqu'on fait, c'est même tout le temps, quand on fait des journées de travaux collectifs, on termine toujours par un repas partagé et c'est ça qui crée du lien aussi, qui rompt l'isolement, qui permet, moi ça m'a permis de redécouvrir des muscles quand même, parce que bon, avec le peu que je fais, quand handicapé, ça va quand même dire, ah il existe celui-là, d'accord.
Donc c'est aussi actif, même si j'en fais pas autant que bien sûr. Et il y a le fait qu'on est vraiment sur de... Alors, ce que je disais tout à l'heure, permaculture, mais permaculture, les gens pensent but de perma, non, pour moi c'est pas le but, c'est surtout nourrir la terre et ses occupants, qui sont nos co-travailleurs, pour qu'ils puissent nourrir les légumes, qui vont nourrir le jardinier et sa famille, et en cas de surplus, on partage. Donc c'est vraiment notre esprit global. de voir. Et ensuite, il n'y a aucune restriction. Enfin, l'initiative, c'est effectivement des addicts, mais moi, personnellement, je ne peux plus travailler, je suis invalide, et ça me permet, quand je vais là-bas, de respirer, de ne plus penser à rien. J'ai plus de crise neuro. C'est vraiment thérapeutique. Thérapeutique, oui. Mais au niveau de l'organisation, vous disiez que chacun ait sa parcelle au début. Au début. Et que vous êtes passé un collégial. Et du coup, vous disiez que c'était pas si simple. Au niveau gestion administrative, il faut que cette présidente. Il faut qu'on arrive à. Ce qui est le plus difficile, c'est surtout que quand on passe de pyramidal en collégial, il n'y a pas une voix qui est plus importante que les autres. C'est-à-dire que en collégial, on n'est pas au consensus. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que tout le monde soit d'accord, mais quand même, s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, on peut demander ses arguments, essayer de voir qu'est-ce qui ne lui va pas, comment on peut faire, qu'est-ce qui pourrait... Enfin voilà, on discute. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut discuter, voir, et jusqu'à temps d'avoir trouvé quelque chose qui puisse lui aller. Voilà. Et c'est ça qui est difficile. C'est pas difficile, mais voilà, c'est pas, il n'y a pas un président qui dit moi je suis et moi ma voix elle compte double, etc. C'est vraiment toutes les voix de toutes les personnes qui sont adhérentes et c'est ça aussi que j'aime bien sur le jardin. L'important et le but ultime, c'est que chacun trouve sa place, son utilité. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va être plus bricolo, il va nous aider sur la cabane à outils, sur le poulailler parce qu'on a des poules. Et puis d'autres qui vont avoir un peu de connaissances techniques. Je me cache. C'est alors une lourde responsabilité, hein, surtout quand on n'a pas d'eau, je vous le dis. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autogestion, en fait, vous êtes quand même très souvent. Oui, en même temps, c'est pas une corvée. Hein. Non, mais je comprends bien, nous on a des carnets partagés aussi. Oui. Les parcelles sont délimitées. Oui, il n'y a pas maintenant c'est l'animateur. Il n'y a pas d'animateur, je ne suis pas animatrice, je parle de... Mais c'est vrai que vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce que sinon, entre eux, en fait, c'est assez compliqué. Il m'a pris mes tomates. Oui, parce que c'est ça que nous... Enfin, nous, on n'a pas ce... Il y a 4 parcelles à côté qui sont plutôt chacun fait son truc. Mais sur la nôtre et celle qui va être faite là-haut, c'est vraiment global. On a même déjà réfléchi à voir des plants de tomates, de pommes de terre. Des plants de pommes de terre. Toute une parcelle dédiée uniquement aux pommes de terre, mais pour tout le monde en fait. Et on est plus dans cet esprit-là. Ça peut faire suffisamment pour tout le monde. Voilà. Pour les 16 personnes, oui. Parce qu'on a du terrain. Si vous avoir du ça va être difficile. Enfin, plus il y aura de monde et plus ce sera compliqué. Compliqué, oui, non, parce qu'on a un adhérent qui, lui, va avoir les plants de pommes de 20 kg de plants de pommes de terre du Pays de Sceaux. Donc il m'a dit, les pommes de terre, ne vous inquiétez pas. Cette année, on a eu un don d'une productrice qui avait du surplus. Je crois qu'on a dû avoir quelque chose comme presque 100 plants. Donc on arrive quand même à grappiller, en se faisant connaître. Je me baladais dans une pépinière, je regardais les arbres fruitiers, parce qu'on n'en a pas beaucoup, peut-être sur la deuxième. Du coup, je me suis présentée, j'ai présenté l'association, et la personne était étonnée. Ah mais ça existe à Quillan? Et oui, je dis oui, ça existe à Quillan.
Donc on commence à se faire de plus en plus connaître. Et donc les gens viennent et là, j'ai une dame qui m'a proposé de fumier. Elle me dit pour le fumier, moi je le donne, il n'y a pas de souci. Donc déjà, et avec le contact de la maison paysanne, on a accès aux agriculteurs et ça. Voilà. On vous terminera le truc.